Bonjour tout le monde et bienvenue sur ODC TV pour un entretien unique avec Alexis Cossette. Vous l'avez réclamé, eh bien, il a eu la gentillesse d'accepter notre invitation pour parler du climat politique et géopolitique global dans lequel on évolue actuellement à travers un fil d'Ariane qui sera l'élection ou non de Trump, en tout cas les élections américaines à l'échéance de novembre 2024. Alexis Cossette, bonjour et merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Merci, M. Hachachi, de m'avoir invité à votre émission. Avec grand plaisir. Alors, il y a différents éléments qui se passent en même temps et qui, en apparence, n'ont aucun lien entre eux. Donc, d'un côté, on a les émeutes au Royaume-Uni, suite à un drame qui aurait pu passer inaperçu, mais le fait est qu'il y a eu des émeutes orientées contre les personnes d'origine étrangère, principalement musulmanes, mais pas que. Donc, il y avait un fondement ethno-racial ou ethno-confessionnel. En même temps, on a eu la tentative ou non d'assassinat contre Trump, que vous avez analysé en détail dans plusieurs de vos émissions, et je renvoie les gens à ces émissions-là. De l'autre côté, on a l'attaque ukrainienne ou otano-ukrainienne ou ukro-nazie dans la région russe de Koursk, qui représente une escalade majeure dans le conflit, puisque c'est une ligne rouge qui a été franchie. Et on a la variole du singe. On me prépare à peu près le même narratif que pour le Covid. Et il est intéressant de voir que Trump, récemment, en a parlé, en disant qu'on lui prépare le même coup que la dernière fois avec la Covid, pour lui voler l'élection. Alors, Alexis Cossette, parmi vos talents, figure un talent particulier, celui de mettre en relation des choses en apparence séparées et autonomes. Donc, il y a une forme de trame derrière ces différents éléments. On n'est pas dans la logique de complot primaire, comme on nous accuse souvent de l'être, mais on est dans une logique où on essaie de déduire la stratégie de l'ennemi, qui est souvent une stratégie complexe, à 2, 3, 4 temps, qu'il s'agit de décoder. Alors, selon vous, le fil d'Ariane est-il le bon? Est-ce qu'il s'agit des élections américaines de 2024 et la victoire éventuelle de Trump? Pour les émeutes en Angleterre, je ne suis pas certain que ça ait un lien direct avec Trump, mais il y a un lien évidemment dans, je veux dire, le conflit entre, on pourrait dire, ce qu'on pourrait appeler les patriotes qui veulent un retour de la nation et les élites mondialistes qui veulent, eux, justement, broyer la nation et nous amener, en fait, c'est ce que j'ai analysé dans le dernier web journal, vers une unification globale, que ce soit une unification du monde sous l'égide des forces atlantiques ou à travers une guerre de domination entre les forces atlantiques et, par exemple, la Russie et la Chine. Et donc, ça, c'est une dynamique particulière, mais la trame de fond, c'est toujours le conflit entre les patriotes qui sont menés par Trump, qui annoncent le retour de la nation, et les forces mondialistes. Et c'est d'ailleurs le conseiller de Klaus Schwab au Forum économique mondial, Yuval Noah Harari, qui le disait. Il disait dans une entrevue, je pense, cette année, il disait « Si Trump est élu, eh bien, c'est la fin du mondialisme ». Et Trump a été annoncé la fin du mondialisme à l'ONU. Il s'est rendu à Davos dire que le mondialisme était terminé, que c'était le retour de la nation, etc. Les forces transnationales globalisantes le savent et savent en fait que cette élection-là, c'est la dernière élection pour eux. C'est-à-dire, et Trump dit la même chose, c'est-à-dire que c'est l'élection où soit les forces nationalistes du retour de la nation triomphent du mondialisme, ou le mondialisme qui triomphe des forces du retour de la nation. Et donc, c'est dans ce contexte-là, c'est toujours... la plupart des événements mondiaux se jouent sur cet axe-là, hein, sur ce X et cet Y-là de la guerre contre le mondialisme, le conflit, le combat contre le mondialisme ou contre la nation. D'ailleurs, et même les Jeux olympiques vont dans ce sens-là. Si vous avez écouté l'entrevue de Jacques Attali a dit ces Jeux olympiques-là seront, dans 15 ans, on regardera ces Jeux olympiques-là soit comme étant la porte d'entrée vers l'ouverture et l'acceptation globale d'un certain nombre de choses, ou une espèce de repli. Et je pense que la réponse mondiale a été claire, c'est-à-dire qu'on n'accepte pas cette espèce d'ouverture à n'importe quoi, pratiquement au pédosatanisme, et le monde a réagi, donc il a obtenu sa réponse. Mais c'est la trame de fond de la plupart des conflits qu'on voit actuellement. D'accord, donc il s'agit d'une opposition avec un double tropisme. D'un côté, on a l'axe libéral-atlantiste, alors même pas libéral en réalité, oligarcho-atlantiste, incarné par le monde atlantique, par l'OTAN, par les élites européennes et les élites démocrates américaines.
et l'État profond américain. Et de l'autre côté, on a un axe souverainiste incarné dans le monde occidental, principalement par Trump et par quelques mouvements secondaires en Europe, et au niveau oriental par la Russie et par la Chine. Alors, vous expliquez qu'au Royaume-Uni, on a la même dialectique. C'est en fait une forme de ligne de fracture qui traverse la plupart des pays et qui, au Royaume-Uni, s'est manifestée par un schéma de violence généralisée. Violence, je ne parle pas uniquement des émeutes, mais je parle également de la violence d'État, puisqu'on parle de 1000 arrestations au Royaume-Uni. Aujourd'hui, on envoie des gens en prison pour des mèmes. On ne va pas partager des mèmes sur Internet. Alors, ma question pour le Royaume-Uni, pensez-vous que ce fut un mouvement spontané de colère, de ras-le-bol, ou y a-t-il derrière également des gens? Parce que certains parlent d'une implication israélienne au Royaume-Uni dans les émeutes et qu'une partie de l'extrême droite, entre guillemets, britannique, est dirigée par les Israéliens. Ben, il y a des liens, je pense qu'il y a des liens entre Tommy Robinson et les forces de défense israéliennes. J'ai vu des vidéos où est-ce qu'il en faisait la promotion, etc. Mais selon moi, c'est possible. Mais ce que je veux dire finalement, c'est que moi c'est des tendances plus lourdes. C'est-à-dire que ce que les élites occidentales sont en train de faire partout en Occident, c'est d'augmenter les contradictions dans la société. C'est-à-dire qu'on fait rentrer d'une part des millions, voire des dizaines de millions de migrants, beaucoup d'entre eux musulmans ou africains, etc. Et d'autre part, ou de sociétés traditionnelles patriarcales. Et d'autre part, on fait la promotion du mouvement LGBTQ, des drag queens dans les écoles, etc. Et il y a nécessairement un clash des valeurs. Il y a... Et à chaque fois qu'on réagit contre ces choses-là, que ce soit contre l'un ou contre l'autre, l'État déploie sa répression, met de l'avant de nouvelles lois pour contrôler, censurer, envoie, comme vous dites, des milliers de personnes en prison. Et toutes ces contradictions-là, selon moi, ont pour objectif de liquéfier la société civile. C'est-à-dire que à partir du moment où on n'a plus le droit, où les citoyens, c'est-à-dire que ce sont des expressions d'une volonté de liquéfaction de la société civile. On détruit les identités. On tente de détruire l'identité britannique en faisant rentrer des millions de migrants. On tente de détruire l'identité homme-femme, la distinction homme-femme avec le mouvement LGBTQ, etc. Et donc, on détruit tous les facteurs identitaires qui ont pour fonction généralement de créer de la cohésion sociale. Les facteurs identitaires créent de la cohésion sociale. Quand notre identité est bien ancrée et les limites sont bien établies, il y a un facteur de cohésion sociale. Par exemple, j'en ai parlé récemment, regardez la révolution islandaise. La révolution islandaise a été rendue possible parce que c'est une société où il y a un très haut niveau de cohésion sociale, d'homogénéité, de cohésion sociale et les identités sont bien ancrées. Or, dans une société où on détruit la distinction homme-femme, la distinction entre ce qui constitue un Anglais et un étranger et tout ça, on mélange tout ça, il y a une liquéfaction, un broiement de la société civile et qui en résulte en une surdétermination de l'État, une croissance de la puissance étatique. Et la raison pour laquelle on veut broyer la société civile et augmenter la puissance étatique, c'est toujours, si vous comprenez l'état d'esprit des élites atlantistes, ils sont dans une logique de domination mondiale. C'est toujours ça le facteur primaire. C'est-à-dire que moi j'étudiais dans la fin des années 90, au début des années 2000, les documents de l'armée américaine sur la domination mondiale, sur le fait de mener des guerres sur 2 théâtres d'opérations simultanées pour maintenir la suprématie américaine. C'est ça le mindset, c'est ça l'état d'esprit des élites, c'est-à-dire la domination mondiale. Et si les élites atlantistes veulent mener une guerre de domination mondiale, maintenant, on ne parle plus de l'unification du monde. Ce projet-là a été remisé. Maintenant, à cause de la montée des BRICS, etc., on s'en va nécessairement vers un conflit. Et donc, si les élites atlantistes veulent pouvoir mener une guerre de domination mondiale contre simultanément la Russie et la Chine, parce que les deux seront alliés, il faut se débarrasser du facteur civil. C'est-à-dire que le principal ennemi des forces atlantistes, c'est la société civile occidentale qui pourrait rechigner à l'idée d'avoir des pertes. La société civile qui exerce encore un contrôle sur le militaire
les électeurs pourraient dire non, on n'y va pas, j'ai pas envie de perdre ma job, je veux pas perdre mon enfant sur le front, il y a trop de pertes économiques, etc. Et donc, le principal facteur, le principal obstacle à la guerre de domination mondiale des élites mondialistes, c'est la société civile. C'est on pourrait dire la démocratie en tant que telle. Et c'est pour ça que depuis 2015, si vous avez écouté les entrevues de Mike Benz avec Tucker Carlson, on parle de tous ces programmes de l'OTAN dans le cadre desquels l'OTAN, au lieu de se concentrer sur des facteurs externes comme la Russie, la Chine, etc., s'est retourné contre la société civile et a commencé à opérer des programmes de censure et l'OTAN a commencé à percevoir ses propres populations, les populations des pays de l'OTAN comme des menaces à l'OTAN, à la survie de l'OTAN. Et on commençait à s'ingérer dans les élections, à censurer, à pointer du doigt certains partis nationalistes comme étant des menaces à la démocratie. C'est de là que vient le discours menace à la démocratie. Le problème, c'est qu'en s'ingérant comme ça dans la société civile, ils deviennent eux-mêmes une menace à la démocratie. Vous comprenez? C'est un truc complètement paranoïaque. Et donc, les élites atlantistes qui tournent autour de l'OTAN sont complètement déconnectées de leur base civile et considèrent maintenant que la société civile est une menace à la survie de l'OTAN, mais deux, à la capacité des forces atlantistes de mener une guerre de domination mondiale. Vous comprenez ce que je veux dire? Et donc, étant donné que la population civile est devenue l'ennemi principal, tout est fait pour faire en sorte que tout ce qui revigore, tout ce qui renforce la société civile soit liquéfié. Ils veulent une société civile sans aucune importance, sans aucune contrôlée, c'est-à-dire divisée à l'extrême, parce que quand on augmente comment je pourrais dire, la diversité. La diversité à l'intérieur d'une société, que ce soit la diversité sexuelle, mais là, ici, c'est pas seulement l'augmentation de la diversité sexuelle, c'est un programme de propagande comme on n'en a jamais vu, avec les drag queens, le truc LGBTQ, etc. Et donc, on augmente la diversité autant sexuelle que la diversité, je veux dire, la diversité sexuelle, je parle, entre guillemets, là. On fait la promotion de la diversité sexuelle comme jamais auparavant, la diversité aussi ethnique, la diversité religieuse, etc., de sorte que on arrive à une société, à une tour de Babel totalement ingérable, qui ne peut pas se dresser contre les forces mondialistes, qui est rongé par les contradictions et dont les contradictions, finalement, le seul arbitre à la fin de tout ça demeure l'État et la société ne peut plus s'opposer. Il n'y a plus de cohésion sociale. L'objectif des élites mondialistes, c'est la destruction de la cohésion sociale dans les sociétés de l'OTAN. On ne voit pas ça nulle part ailleurs. On voit pas ça dans les pays de l'Est, par exemple, par Pologne, Hongrie, Slovaquie, Latvie, etc. Il n'y a absolument pas ça. C'est cet objectif d'augmenter les contradictions, la diversité à l'intérieur de la société. On ne voit pas ça en Asie non plus, Japon, Corée, Vietnam, ça n'existe que dans la zone atlantiste. Et la raison pour laquelle la zone atlantiste fait ça, d'ailleurs, c'est comment je pourrais dire, c'est une doctrine officielle de l'OTAN. Si vous avez écouté en 1999, le général de l'OTAN, le général Wesley Clark, a dit en entrevue à CNN, lors des bombardements sur Belgrade, de la Yougoslavie, il a dit « On n'accepte plus les États homogènes, on se dirige vers des États multi-ethniques et c'est l'avenir pour le 20e siècle. » Donc, c'est une doctrine officielle de l'OTAN de balkaniser les États, etc., etc. Donc, tout ça, c'est, encore une fois, je reviens là-dessus, tout ça, c'est parce que la société civile est l'obstacle principal aux visées globales, aux visées militaires de l'OTAN. Hein, les civils ont encore le contrôle sur le militaire et que pour mener une guerre de domination mondiale, il faut effacer le facteur humain, comme je l'ai montré d'ailleurs dans le film War Games. Je ne sais pas si vous vous rappelez le film War Games avec Matthew Broderick. C'est l'ordinateur qui prend le contrôle parce que le facteur humain, le film commence avec un tir de missile, un test de tir de missile, et le commandant du silo refuse de tirer le missile pour tuer 20 millions de personnes. Et donc, si on veut mener une guerre de domination mondiale, il faut détruire le facteur humain. Il faut éviter et que l'ensemble du processus soit géré
par exemple, une intelligence artificielle, comme on a vu d'ailleurs en Israël, à Gaza. Ils utilisent une intelligence artificielle, le programme Lavender, pour identifier les cibles et détruire les dirigeants du Hamas. Et le programme Lavender, l'intelligence artificielle, détermine le nombre de pertes acceptables. C'est-à-dire que pour un petit commandant du Hamas, c'est 20 pour 1. On peut tuer 20 personnes pour sortir un petit chef du Hamas, mais pour un commandant supérieur, c'est le niveau de perte humaine acceptable, c'est 100 pour 1. Et donc, avec ça, on commence à entrevoir l'aube d'une ère militaire qui est entièrement contrôlée par l'intelligence artificielle, les drones, l'automatisation, etc. Et que pour en arriver à une victoire contre la Russie et la Chine, il faut avoir un niveau de perte, être capable qu'une société accepte un niveau de perte très, très, très élevé, ce qui est impossible avec une société civile forte. Donc, il faut réduire la société civile et donner le contrôle de ça à l'intelligence artificielle. Là, je pourrais continuer, mais c'est un long segment. Alors, je vais vous relancer parce que j'ai différents questionnements par rapport à ce que vous venez de dire. Bon, premièrement, par rapport à la question de l'IA et de la technologie, puisque l'humain n'est pas fiable, en dernière instance, il peut refuser d'obéir aux ordres. On a vu quand même que l'un des enseignements de la guerre en Ukraine, c'est que le facteur humain est encore central, même dans la guerre la plus intense et la plus moderne. Donc, on peut avoir les drones qu'on veut. Voilà, il faut qu'il y ait des humains. Voilà, il faut qu'il y ait des humains, il faut qu'il y ait des soldats sur le front et au niveau des tranchées. Mais mon questionnement, il est ailleurs. Alors, je comprends ce que vous dites. Alors, il y a quelques décennies, on était dans un schéma où pour vaincre l'ennemi ou mener la guerre à l'ennemi, on utilisait la société civile comme un tremplin à travers de l'ingénierie sociale, à travers de la propagande, pour mobiliser les moyens et les forces contre l'ennemi. On l'a fait contre l'Irak, on l'a fait contre différents pays. Aujourd'hui, l'oligarchie nous a fait entrer dans une autre phase, où désormais la société civile ne doit plus être un tremplin, mais doit tout simplement disparaître. Exact. Donc, il faut la liquider en exacerbant les tensions, en horizontalisant les violences pour qu'elles ne prennent pas une forme verticale. Mais il y a toujours un revers de la médaille, parce que peut-être qu'ils sont en train de jouer avec le feu. Parce qu'on a constaté ces derniers mois, en tout cas depuis l'enclenchement de l'agression contre la bande de Gaza, c'est qu'il y a une convergence, de fait, entre le produit du multiculturalisme promu par l'Occident depuis des décennies, d'un côté, et de l'autre côté, le LGBTisme, les drag queens, puisqu'on a vu une forme de convergence entre les LGBT et les musulmans d'Europe et d'Amérique contre Israël. Donc un phénomène assez paradoxal. On a les gays et les musulmans qui sont opposés à Israël, même s'ils ne font pas alliance factuellement. Et de ce point de vue, Israël n'entend pas rester les bras croisés, puisqu'elle est en train de mobiliser tous les moyens dont elle dispose et tous les relais pour jouer sa carte dans ce clivage au sein du monde occidental, en optant pour le clivage militariste et conservateur. On a vu Elon Musk en partie récupéré par Benjamin Netanyahu, Elon Musk qui déclare désormais la guerre au mouvement woke, etc. On voit également différents relais médiatiques comme Shapiro et d'autres, etc., jouer la carte de la militarisation et de l'extrême droite américaine et européenne. Et de l'autre côté, on a George Soros et les élites démocrates qui veulent plutôt miser sur la dimension de la liquéfaction totale par les LGBT et par la dimension woke. Alors, quelque part, ce que je veux dire, c'est qu'au lieu d'aboutir à l'extinction de la société civile, ne risque-t-il pas, en réalité, de rassembler les ingrédients de l'émergence d'une nouvelle société civile qui pourrait causer leur propre perte à cette oligarchie? D'une nouvelle société civile organisée autour de valeurs, organisée autour d'une dimension conservatrice, etc. Mm-hmm. Il faudrait regarder chacun des éléments que vous avez mentionnés. C'est vrai qu'il y a peut-être certains éléments du mouvement LGBTQ qui semblent appuyer, par exemple, certaines des choses qui se passent à Gaza, mais encore une fois, ce sont des éléments... je ne pense pas que ce soit majoritaire. Mais oui, en fait c'est ça. Comment je pourrais dire? Il y a effectivement une prise de conscience de ce qui est en train de se passer au niveau mondial et c'est pas joué pour l'OTAN, vous comprenez? C'est pas joué pour les forces atlantistes, etc. Ce sont des tendances lourdes. Mais la société civile, effectivement, commence à prendre conscience de tout ça, notamment par Internet, et on voit que les médias tendent à perdre en crédibilité. Les gens commencent à s'informer de plus en plus sur Internet, où l'information circule librement, etc., et où on peut critiquer les politiques des États et tout. Mais
Oui, c'est-à-dire que c'est pas encore joué. C'est sûr que la société civile se défend et à partir du moment où est-ce qu'on comprend un certain nombre de choses, on peut s'opposer. Mais il y a aussi des tendances contradictoires dans la société civile, c'est-à-dire que c'est pas encore joué. Cependant, la politique étatique officielle, c'est de financer à coût de centaines de millions le mouvement LGBTQ, notamment dans les écoles maintenant. C'est-à-dire que la nouvelle donne, c'est qu'on rentre maintenant au Canada, en tout cas, depuis l'arrivée de Trudeau au Parlement, ils vont maintenant dans les écoles détruire l'identité de genre des enfants en leur disant « Ah, c'est sur un spectre, vous pouvez choisir. » Et puis, les infirmières à l'école peuvent t'aider à commencer une transition sans que les parents soient informés, etc. Donc, il y a cet avilissement de l'enfant dès le plus bas âge. Et en même temps aussi, il y a une tendance démographique, comme un rouleau compresseur démographique avec l'immigration et la natalité de certains groupes d'immigrés qui font en sorte que on va se retrouver dans une dizaine, une quinzaine d'années, si ce n'est pas déjà fait, avec une société complètement, je veux dire... hybridisée. Sans aucune cohésion. Ça va être littéralement le chaos. Toutes les identités auront été détruites et l'État sera le seul arbitre de tout ce qui se passe dans la société. Il y aura eu plein de lois qui auront été mises de l'avant pour censurer, empêcher. Tu sais, au Canada, maintenant, il y a des lois où est-ce que Maintenant, tu peux être arrêté. Elle n'est pas encore passée, mais elle est sur le plancher du Parlement, c'est-à-dire que tu peux être arrêté à titre préventif. Moi, je suis dans la mire des autorités canadiennes, c'est-à-dire que quelqu'un pourrait porter plainte contre Radio-Québec parce que je dis, notamment à votre émission, là, je veux dire, à titre préventif, et je pourrais être arrêté et mis en prison à titre préventif parce que je pourrais dire quelque chose qui déplaît à quelqu'un. Donc, le crime d'arrière-pensée, en quelque sorte. C'est ça, c'est comme dans le film Minority Report, le pre-crime, etc. C'est avant même d'avoir dit quelque chose, on porte plainte et je me fais arrêter ou j'ai une amende, etc. Je passe devant un tribunal. Et donc, ça fait en sorte, évidemment, qu'on n'est plus capable de rien dire, on n'ose même plus penser. C'est la même chose avec l'immigration en Angleterre, vous l'avez dit, 1000 arrestations, etc. Donc, il y a un programme législatif visant la destruction de toute opposition à ce programme de broyage de la société civile qui fait en sorte qu'éventuellement, les gens se taisent, les gens n'osent plus rien dire et veulent juste vivre leur vie, regardent Netflix et tu sais, je veux dire, ne sentent plus qu'ils peuvent s'opposer à l'État. Et puis, il y a même désormais au Canada, d'après ce que j'ai lu, des camps de rééducation. D'ailleurs, Jordan Peterson a été condamné à ça. C'est quand même du délire. C'est pas un camp, mais c'est un programme. C'est-à-dire, oui, c'est ça. Oui, mais bon, de manière imagée, on appellera ça un camp, voilà, pour que les gens... C'est ça. Ouais. Et donc, vous voyez un peu où tout ça s'en va. Mais comme vous le dites, il y a effectivement un espèce de ressac aussi qui vient de la société civile, c'est-à-dire que c'est comme le COVID. Ils tentent de nous museler, ils tentent de nous confiner, de nous faire accepter le pass vaccinal, mais la société civile, surtout grâce à Internet, si c'était juste les médias, ça serait terminé. Les gens auraient juste une information de type pyramidal. Et ce serait le règne de la pensée unique. Mais à cause d'Internet, et l'Internet, en fait, ce que l'Internet fait, c'est qu'il redonne un souffle et une voix à la société civile contre la structure pyramidale de contrôle gouvernement médiatique. D'accord. Mais après, moi, ce que je ne comprends pas, c'est que dans cette dynamique de liquéfaction de la société, qui n'a pas commencé aujourd'hui, qui a commencé depuis des décennies, et qui se fonde sur un ensemble d'écoles philosophiques, l'école de Francfort, la French Theory, etc., ouais. Au fait, elle aboutit à pas une société, mais à une population qui, anthropologiquement, est incapable de faire la guerre. Je veux dire, aujourd'hui, on est quand même confronté à ce que Emmanuel Todd appelle une défaite anthropologique. Je veux dire, vous prenez l'individu lambda dans le monde occidental, alors mis à part la Pologne, la Roumanie, la Hongrie, ça fait un autre monde. Mais dans l'Europe occidentale atlantique, vous le mettez en Ukraine, il est incapable de tenir 24 heures dans un tranchée ou dans une tranchée ou sur le champ de bataille. Donc, en même temps, on liquéfie la société pour qu'elle cesse d'être un contre-pouvoir et pour qu'elle puisse accepter des pertes importantes, mais en même temps, anthropologiquement, elle devient incapable de supporter la moindre violence. Mais oui, c'est exactement. Elle est incapable de supporter la violence. C'est pour ça que c'est une menace. C'est précisément parce que la société... il y a deux tendances, c'est-à-dire, c'est qu'on exacerbe cette tendance à vouloir faire en sorte que la société soit incapable d'accepter la violence, mais d'autre part, le fait que la société soit incapable d'accepter la violence, les pertes, etc., devient elle-même une menace à la suprématie militaire des élites. Vous comprenez?
Oui, Donc, mais donc le but, c'est non, quoi? mais C'est d'obtenir des gens. Oui. le truc, en fait, c'est que on se dirige vers l'automation. Et tout ça, c'était une tendance qui était très bien expliquée dans les années, au début des années 90 par le groupe, notamment Heidi et Alvin Toffler. Ils parlaient notamment de la guerre des drones, etc. Et puis, par intelligence artificielle et la robotisation du militaire. Et on a de moins en moins besoin de réels soldats. Et ce qu'on, en fait, vous avez dit tout à l'heure, vous parliez de l'Ukraine tout à l'heure, on voit qu'on a besoin de soldats sur le terrain, etc. En fait, je ne pense pas que ce qu'on voit en Ukraine soit réellement le sommet de la guerre. Je pense que ce sont des armes qui datent de la dernière guerre, qui sont des armes des générations précédentes et que ce qui existe, en fait, les armes avec lesquelles le groupe, la zone atlantiste entend mener une guerre de domination ne sont pas les armes qu'on voit sur le terrain. Mais après, existe-t-elle réellement? Parce que, mais admettons qu'elles existent, des armes. Évidemment, on ne montre pas les armes de dernière génération, ce sont des secrets militaires. Mais peut-être parce qu'elles n'existent pas encore. Parce qu'il ne faut pas oublier que les États-Unis, enfin, autant que l'Europe, ont connu, après la fin de l'Union soviétique, une dynamique de désindustrialisation. Il y a des budgets qui ont été réduits, il y a une forme de gabegie qui s'est installée dans le complexe militaro-industriel. Donc, je pense que c'est légitime quand même de douter du fait que les Américains possèdent de manière secrète des armes ultra-modernes qui ne sont pas encore révélées. Peut-être que tout simplement, il n'y en a pas. D'où la volonté peut-être des États-Unis et de l'État profond américain de sortir le plus rapidement possible de cette guerre en Ukraine. Parce que, si vous permettez rapidement, admettons qu'on entre dans un schéma futuriste où il y ait des micro-drones de quelques millimètres, etc. L'homme, le génie humain est quand même assez particulier. Même du côté russe, on est capable de développer des systèmes de brouillage ou de guerre électromagnétique capables de neutraliser immédiatement tous ces armements-là. Il faudra revenir à l'homme, aux soldats, sur le champ de bataille. Non, en fait, dans une guerre de domination comme ça, on va sortir des armes, notamment bactériologiques, des armes, par exemple, si vous regardez les documents qui étaient produits en Chine en 2015, des documents de l'armée chinoise montraient que la Chine se préparait à une troisième guerre mondiale et que le facteur principal dans la troisième guerre mondiale, c'était des armes bactériologiques, c'est-à-dire que ça va être des armes, et ce qui était développé en Ukraine, dans les laboratoires biologiques en Ukraine, ce sont des armes génétiques. Et donc une ethnie particulièrement. Et donc, on n'est pas dans les canons, là. Et donc, on est dans ces armes génétiques-là qui déciment des populations. C'est pour ça que je dis de guerre de domination, guerre finale, une guerre de domination. Et tous les camps se préparent à ce genre de guerre-là. Et il n'y a pas seulement que les armes biologiques ou les armes génétiques comme ça qui déciment des populations. Il y a les armes météorologiques, et ça, on sait qu'ils en ont avec... on a juste à évoquer HARP, pour avoir une petite idée de ce qu'ils sont capables de faire. Ils sont probablement capables de faire 1000 fois plus que ça. Et donc, dans une guerre de domination, ce ne sont pas des tanks et des canons et des soldats dans les tranchées qu'on va voir. C'est une guerre apocalyptique avec des armes génétiques, des armes, oui, peut-être des drones, etc., mais des armes météorologiques, etc. C'est ça, une vraie guerre de domination. Et donc, en fait, ça va au-delà de la guerre de domination. Là, on parle de guerre d'extermination. Ben oui, c'est ça, une guerre de domination, une guerre d'extermination, tout à fait. D'accord. Et de ce point de vue, le camp autour de Trump est premièrement conscient de ce risque-là, ne veut pas y aller. Exact. Mais est-il capable de mettre fin à cette folie? En tout cas, au niveau de l'État profond américain. S'il est réélu, il va radicalement changer toute la structure des agences de sécurité aux États-Unis, a bien pris soin au cours des 8 dernières années de montrer que le problème principal des États-Unis, c'était les agences de sécurité, les agences de renseignement, la CIA, le FBI, etc. Et le département de la justice, la corruption des institutions américaines, notamment des agences de renseignement. Il a montré ça. Il ne prenait pas ces intelligence briefings de la CIA, a pointé du doigt à plusieurs reprises les éléments corrompus de la CIA, du FBI, les directeurs de ces agences-là, qui ont tenté de le destituer avec cette histoire de collusion avec la Russie. Donc, c'est les agences de renseignement, l'État profond américain, qui ont tenté de destituer Donald Trump. Et donc, il a une intention, il l'a annoncé avec son général Mike Flynn, d'aller au fond et d'opérer une refonte en profondeur de ces agences-là, de montrer la trahison de ces agences-là, leur prise de contrôle finalement sur l'exécutif américain, sur le législatif, avec de la corruption, les histoires de meurtre, pots de vin, etc., surveillance, on est capable de contrôler le processus législatif, exécutif, politique aux États-Unis. Et donc, afin de remettre la démocratie américaine sur des bases saines, il faut détruire ces agences-là et reconstruire un nouvel appareil de sécurité. Et ça va s'articuler aussi en même temps qu'une refonte de
l'architectonique sécuritaire internationale. C'est-à-dire qu'il a annoncé à plusieurs reprises que l'OTAN, il va mettre un terme à l'OTAN. Et vous voyez, il y a cette espèce d'alliance Trump-Poutine. Les deux s'entendent très bien. Les médias crient à la trahison à cause de cette entente. Ils ont tout fait pour les éloigner l'un de l'autre, notamment en 2018 au sommet de Helsinki, etc. Les médias criaient à la trahison. Trump avait dit qu'il faisait plus confiance à Poutine qu'aux agences de renseignement américains. Il a dit ça à la télévision, vous comprenez? Ça a fait un électrochoc. Et donc, on se dirige vers une reconfiguration complète des structures sécuritaires internationales avec la fin de l'OTAN. Mais pour obtenir la fin de l'OTAN, l'OTAN doit perdre la face sur le terrain, doit montrer son inutilité, doit perdre la guerre en Ukraine. Et donc, ça, c'est le travail de Vladimir Poutine, c'est-à-dire de défaire de facto l'OTAN sur le terrain, de sorte que Trump puisse arriver par la suite en disant c'est une organisation qui est inutile. De toute façon, ils ont envoyé tout l'équipement, il n'y a plus rien, il ne reste plus rien, les structures, ils se sont discrédités. On va créer quelque chose de nouveau. On est en train la période actuelle, c'est un peu comme on est comme dans la Deuxième Guerre mondiale, on est comme dans la Troisième Guerre mondiale, et à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu une nouvelle architectonique sécuritaire internationale, il y a eu des nouvelles institutions, il y a eu l'ONU, il y a eu l'OTAN, etc. Et donc, et là, on est sur le bord de ça, c'est-à-dire avec l'élection de Trump, la guerre en Ukraine, tous les éléments qu'on voit, il y a eu la COVID et tout ça, on est dans cette espèce de période charnière. Quand on va sortir de tout ça, je pense, avec l'élection de Donald Trump, on va se diriger vers la création de nouvelles institutions internationales. Et si vous remarquez d'ailleurs, Trump a de très mauvais rapports avec la plupart des dirigeants des pays du G7, alors qu'il entretient d'excellents rapports avec les dirigeants des pays des BRICS. Et donc, c'est ça. Donc, Trump ayant pointé du doigt le problème avec les agences de renseignement à l'intérieur des États-Unis, CIA, FBI, etc., et ayant aussi pointé du doigt le problème avec les agences de sécurité internationale comme l'OTAN, là, après tout ce qu'on a vécu, c'est-à-dire on est comme un peu comme dans la Deuxième Guerre mondiale, sauf que c'est avec la COVID, avec ce qui se passe un peu partout, l'élection de Trump. Et donc, au sortir de cette période charnière-là, il va y avoir une reconfiguration complète des rapports, je veux dire, des institutions internationales, comme lorsqu'on est sorti de la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu la création de l'ONU, il y a eu la création de l'OTAN, etc. Et là, ce qu'on va voir émerger, ce sont des nouvelles institutions internationales qui vont refléter la fin du mondialisme et des rapports plus sains entre les nations. Trump l'a répété à plusieurs reprises, il l'a répété à l'ONU, il a été le dire à Davos, comme j'ai dit en début de Web Journal. Et donc, c'est ça. Et on remarque que Trump, là, je répète ce que je disais, donc on remarque que Trump entretient de très mauvais rapports avec les dirigeants du G7. Tous les dirigeants du G7, c'est très tendu, etc., alors qu'il a d'excellents rapports avec les dirigeants des BRICS, voyez? Et donc, il y a cette espèce de réalignement-là des États-Unis, ce déplacement de la zone atlantique vers l'Eurasie et qui va mener à de nouvelles institutions internationales après l'élection de Donald Trump, après l'apaisement des divers conflits, que ce soit en Palestine, Israël ou en Ukraine. Ces conflits-là vont s'éteindre avec le retour de Donald Trump et on va assister à la construction de nouvelles institutions internationales qui vont mener à une ère de paix. Le problème, c'est que la nouvelle architecture mondiale qu'on a eue après 1945, pour qu'elle advienne, il a fallu quand même qu'il y ait une deuxième guerre mondiale et un traité de Yalta. Même avant, la plupart des grandes ruptures au niveau diplomatique mondial, même le traité de Westphalie, il a fallu quand même qu'il y ait une guerre de 30 ans qui a ravagé l'Europe centrale, le monde germanique, etc. Donc si aujourd'hui on arrive à obtenir une nouvelle architecture sans qu'il y ait un bain de sang, ça serait quand même une première dans l'histoire. Cela sera-t-il possible ou peut-être la victoire de Trump ne suffira pas, il faudra quand même qu'il y ait une guerre. Non, je ne pense pas que la victoire de Trump signifie la fin du mondialisme et l'arrivée de la paix. C'est-à-dire, c'est la défaite de l'État profond qui alimente les guerres un peu partout dans le monde, qui crée des foyers de tension, qui donne la technologie nucléaire à la Corée, qui donne la technologie nucléaire à l'Iran, etc. C'est l'État profond. Vous voyez, c'est qui crée des zones de tension, qui crée l'État islamique.
en Syrie pour créer de la déstabilisation, qui crée des laboratoires biologiques en Ukraine pour mener une guerre génétique contre la Russie. Tout, il y a un dénominateur commun, c'est l'État profond. Et à partir du moment où est-ce qu'on détruit l'État profond, parce que, évidemment, vous dites que c'est une première. Oui, c'est une première, parce que c'est la première fois dans l'histoire qu'on a quelqu'un de patriote, bien conscient de tous les problèmes du mondialisme, qui arrive à prendre le contrôle de la branche exécutive aux États-Unis. Auparavant, ça a tout été des marionnettes. Vous comprenez? C'était des marionnettes, et ceux qui ont essayé de s'y opposer se sont fait tirer. Pensons à JFK, qui a commencé à avoir des hésitations et tout, et on a retiré JFK de l'équation. Et quand Trump est arrivé, on lui a promis une protection sans précédent. Et donc, c'est la première fois qu'un patriote comme Trump, avec les militaires, il s'est entouré de militaires quand il est arrivé là. Hein. C'était les généraux les plus durs à cuire de l'armée américaine, les généraux de Marines, j'en ai parlé dans les webjournaux, j'ai fait les CV, c'était les plus durs à cuire, ils sont arrivés là, ils ont pris le contrôle de la branche exécutive, ils ont eu accès à tous les ordinateurs de la Maison-Blanche, c'est-à-dire les ordinateurs de la branche exécutive où on ne peut pas rien effacer. Vous comprenez, c'est ce qui est particulier des ordinateurs de la Maison-Blanche, c'est que tous les mémos, toutes les conversations, toutes les réunions, etc., ne sont pas effaçables. Ils restent de façon permanente. Et à partir du moment où est-ce qu'on arrive à la Maison-Blanche, eh bien, on a accès à tous leurs secrets, toutes leurs saloperies, tous leurs coups bas. Le fait qu'Osama Ben Laden n'ait jamais été assassiné comme ils l'ont expliqué. Ils ont tout. Et Trump l'a dit, we have everything. On a tout, on a toute la merde sur eux, et ils gardent toutes ces cartes, tout ce qui s'est passé sur l'île de Jeffrey Epstein, je veux dire, toute la fraude électorale de l'élection 2020, le coup d'État du 6 janvier, qui est un coup d'État de l'État profond, ça n'a rien à voir avec Trump. Il a gardé toutes ces cartes, et éventuellement, ça va être abattu, et ça va signer l'arrêt de mort de l'État profond. Mais c'est ça, c'est-à-dire que, et vous dites, on n'a pas eu de Troisième Guerre mondiale, eh bien, rappelez-vous ce que c'était finalement la COVID. Hein? Il faut se rappeler comment on a vécu ça, c'est-à-dire ça a été... ils ont tenté de déclencher, ils ont tenté de répandre un virus mortel sur la planète. Il y a eu une guerre bactériologique sur la planète. Là, j'ai expliqué ça encore une fois, je vais expliquer quelque chose qui est difficile à comprendre si on n'a pas passer une heure à écouter un web journal avec toutes les preuves, les vidéos, etc. Mais Xi, en Chine, les mondialistes s'attendaient à ce qu'un vrai virus mortel sorte de la Chine. Et Xi avait donné des garanties aux mondialistes. Il avait envoyé les vidéos de personnes qui tombaient sur la rue. Et donc, l'État profond en Occident, les forces atlantistes en Occident qui pensait recevoir un virus avec un taux de mortalité de 3,5 %. C'était ça au début, c'est resté pendant un an, 3,5 % de taux de mortalité. C'est-à-dire, c'est un virus extrêmement mortel, c'est une vraie guerre bactériologique qui justifie la suspension de toutes les institutions, la fermeture de tous les pays, la destruction de l'économie, la prise de contrôle complète de l'État, comme dans les films catastrophistes, là, où est-ce que l'État, c'est un programme de continuité de gouvernement, l'État, il n'y reste plus de société civile, etc. C'est ce qu'ils pensaient qu'ils allaient recevoir, et au moment où la Chine montrait les vidéos de personnes qui tombaient sur la rue, etc., et les forces occidentales, les pays occidentaux gardaient leurs frontières ouvertes, disaient non, non, c'est raciste de fermer les frontières, et donc on fait rentrer le virus. Quand le virus est rentré dans le pays, après que le virus était bien implanté dans le pays, ils ont déclaré les confinements. Et que font les confinements? Ce sont des incubateurs de virus. En virologie, c'est ça, des confinements. C'est quand les gens rentrent à l'intérieur, eh bien, il se passe le virus. Ils ont tout fait pour maximiser Mais le problème avec tout ça, évidemment, c'est ce que j'ai appelé dans un web journal qui s'appelle l'entente Trump-Xi. C'est que finalement, c'est une grippe qui est sortie. Ce n'est pas le virus à 3,5 % de taux de mortalité qu'il croyait recevoir. C'est finalement juste une grippe qui est sortie avec un taux de mortalité similaire à la grippe, etc. Qu'on peut guérir en se lavant les mains, en prenant de la vitamine C, D, etc. Rien de... C'était pas du tout... Et donc, à partir de ce moment-là, ils ont dû falsifier les chiffres, rentrer des chiffres dans la catégorie COVID de personnes qui décédaient de cancer, d'AVC, etc. Ils ont dû tricher. Et là, ça a été le travail des réseaux sociaux de sortir la triche. Et c'est ce qu'on a fait. On a montré la triche, les incohérences. Et finalement, ça c'était... Bon, je ne veux pas faire une longue histoire sur la COVID, mais c'est-à-dire qu'ils ont... Et il y a une entente Trump-Xi. Par exemple, quand on remarque que Trump, après ça, retire ses forces de l'Afghanistan, pourquoi Trump retire C'est Trump qui a signé le retrait de l'Afghanistan. Eh bien, c'est un transfert à Xi, ça. L'Afghanistan, c'est une forteresse au centre de l'Asie centrale.
qui contrôle la roue de la soie. La Chine a un gigantesque projet de roue de la soie qui va décupler sa puissance économique. Les Américains sont au milieu de l'Asie centrale avec des bases de missiles, des forces en Afghanistan qui contrôlent la région. Et ce que Trump a fait, c'est qu'il a retiré, il a laissé l'Afghanistan. C'est littéralement un cadeau à la Chine. Et ce qu'on a vu, il y a des unes par la suite où ce qu'on voit immédiatement, dès que les Américains sortent de la Chine, c'est Biden qui a pris le blâme, là. Dès que les Américains sortent de l'Afghanistan, les Chinois rentrent et commencent à faire des ententes avec les talibans. C'est une cession. Oui, et c'est probablement ce qui a été négocié quand Trump est allé à la Cité interdite rencontrer Xi. Ça a été le seul dirigeant étranger à être invité à dîner à la Cité interdite, un traitement totalement hors du commun. Et donc, c'est ça. Donc, on voit cette entente-là. Quand Trump va à l'ONU et dit le mondialisme est terminé, l'avenir appartient aux nations, c'est que quand Trump fait ce genre d'affirmation-là, Trump, c'est pas quelqu'un qui joue des coups de poker. Trump, c'est quelqu'un qui organise les choses en amont. Et quand il fait des déclarations, c'est que les choses sont déjà ficelées. Et donc, quand il dit le mondialisme est terminé, etc., c'est qu'il y a déjà des ententes avec Xi, déjà des ententes avec Poutine pour les zones, les zones d'influence respectives, etc. Et que tout ça est probablement déjà signé. Mais je veux juste terminer là-dessus en disant que ils ont essayé, tu parles de Troisième Guerre mondiale, mais la COVID, c'était censé être une guerre bactériologique qui détruit complètement la société civile et qui, comme je le disais en début d'émission, permet la surstructuration de l'État et la prise de contrôle totale de l'État sur la société civile. La destruction de l'économie, la destruction de toutes les petites et moyennes entreprises, c'était seulement les gros conglomérats qui étaient habilités à opérer, les Costco, Walmart, Amazon, etc. Et toutes les petites entreprises étaient fermées. Et donc, et après ça, il y avait tout le système de passe vaccinale, accès ou non-accès à certaines zones. Et donc, c'est tout le projet du grand reset qu'ils ont tenté de mettre en branle et ils ont finalement échoué. Donc, en fait, ce que Xi Jinping a fait, c'est-à-dire en lâchant un virus similaire à de la grippe au moment même où l'oligarchie occidentale attendait un vrai virus qui tue, au fait, quelque part, il nous a tous vaccinés collectivement contre la future tentative qui sera similaire. Parce qu'aujourd'hui, plus personne ne fait confiance à l'État. C'est le plan sanitaire. J'ai dit ça pratiquement textuellement en 2021 ou quelque chose. C'est exactement ça. C'est-à-dire que c'est comme un vaccin. C'est-à-dire on en reçoit une petite dose et après ça, on est immunisé. J'ai dit exactement ces mots-là. C'est-à-dire que et là, on est capable de le voir. Les masques tombés, la tyrannie, le contrôle complet des institutions, on a été capable de tout voir ça. La corruption des ordres professionnels, les ordres des médecins, infirmières. Au Québec, ça a été partout. Ça a été les ordres des ingénieurs, les avocats. Partout, pas qu'au Québec, croyez-moi, dans tous les pays quasiment. On a vu l'ensemble du contrôle, l'ensemble de la prise de contrôle des forces mondialistes sur la société civile, sur les instances, les institutions de la société, médias, hôpitaux, etc. Ils sont tous passés. Ils étaient tous à l'unisson pour le contrôle social, pour toutes les mesures les plus radicales, etc., si on osait dire quelque chose. Et donc, la société civile a vu ça. Et tu parlais tout à l'heure de société civile qui est capable de se réorganiser et qui est capable de se battre contre ça. Ben ça c'est un élément de ça, justement. Et ça a été permis, on a été capable de faire ça grâce à Internet, tu vois. Et c'est pour ça aussi que, par exemple, l'OTAN a toutes sortes de programmes pour censurer sur Internet. Et on l'a vu à travers, avec les Twitter Files, que les gouvernements ont des programmes qui font en sorte qu'on censure les voix sur Internet, on les fait disparaître. Les médias sont là pour créer des assassinats sociaux. Moi, il y a eu un reportage de Radio-Canada sur le fait qu'on disait que j'étais comme violent et puis que j'appelais à l'insurrection alors que j'avais passé l'été au complet 2020 à dire qu'il fallait être pacifique et exemplaire, que c'était une guerre de perception et tout ça. Mais donc, ils opèrent des assassinats, les médias opèrent des assassinats sociaux. Dès qu'on lève la tête, dès que quelqu'un résiste, il devient une cible. Et ça, on le sait maintenant, ce sont des programmes de l'OTAN. Ce sont des programmes de l'OTAN. Quand je disais tout à l'heure que l'OTAN s'est retourné contre la société civile, c'est ça. Mais pour terminer, la Troisième Guerre mondiale dont tu parlais, ben, c'était ça. Ça a été un début de guerre bactériologique. D'accord, alors j'ai une autre question parce qu'elle revient souvent à chaque fois que j'évoque Trump dans mes entretiens. La dernière fois avec Us Findy, j'ai dans les commentaires des gens très particuliers qui me disent « Mais au fait, tu n'as rien compris. Cette polarisation de la société que tu expliquais tout à l'heure, au fait que l'État profond doit avoir un homme à lui dans chacun des deux pôles. » Donc il a Biden et le clan démocrate voilà, au niveau des LGBT woke et Trump est un agent de l'État profond pour contrôler l'autre aile
radicale, conservatrice, souverainiste, etc. Et pareil, on m'explique dans les commentaires que Poutine n'est pas opposé au monde occidental, que c'est un agent de l'oligarchie. En fait, tout le monde est agent de tout le monde. Il y a une hégémonie totale de l'État profond et c'est plus la peine de résister. C'est un peu le message qui est envoyé. C'est défaitiste. Mais que dire de cette idée que Trump... Ouais, que dire de cette idée... Ouais. Vas-y. Non, que dire de cette idée que Trump serait un agent de l'État profond qui simule une opposition à l'État profond, pour rapidement casser ce mythe-là? Je veux dire, j'ai fait des vidéos là-dessus il y a à peu près 2 mois. J'ai fait une série de vidéos là-dessus. Là, il faut regarder exactement ce qu'a fait Trump. Là. Trump est arrivé là, a remis de la frontière. Premièrement, alors que les peuples étaient partout démoralisés, Trump est arrivé et a réinsufflé de la fierté nationale et de la volonté de se battre. Il a remis de la frontière, il est arrivé et il a appelé les médias fake news. Il a détruit les forces vives de l'État profond de contrôle social. Les médias sont des organismes, des organisations de contrôle mental, de contrôle social. Et il a complètement détruit les médias. Aux États-Unis, ailleurs dans le monde, on n'est pas encore à ce niveau-là, mais aux États-Unis, il n'y a pratiquement plus personne qui fait confiance aux médias. C'est pour ça qu'ils perdent, c'est pour ça que Trump est donné vainqueur. Pardon, parce que les Américains se sont émancipés du contrôle social des médias. Ajoute à ça, à tout ce qu'il a fait, c'est-à-dire la destruction des traités de libre-échange, il y a un ensemble de facteurs. Quand on regarde le dossier Trump, je veux dire, si c'est un agent de l'État profond, eh bien, c'est une victoire à la Pyrrhus. Tu comprends ce que je veux dire? Parce que il fait tellement mal aux instituts. Il a dit, par exemple, il a dit qu'il voulait notamment détruire l'OTAN, mettre un terme à l'OTAN. Il a coupé le financement à l'OMS. Il a coupé le financement à l'UNESCO. Regardez la totalité des choses. Est-ce que quelqu'un de contrôlé ferait ça? Je veux dire, il cause des dommages irréparables à l'État profond, en plus de réveiller le peuple américain. En plus de réveiller le peuple américain. Et pourquoi croyez-vous que les médias sont unanimes, qu'ils mettent la totalité, ils utilisent ce qu'on appelle en anglais lawfare, ils lui font des procès sur des trucs complètement ridicules, ils essaient tout pour l'empêcher d'accéder pourquoi Trump aurait démantelé les réseaux Epstein? Epstein, c'est le contrôle du Mossad, de la CIA sur la politique américaine. D'ailleurs, il en avait parlé, et il y a la vidéo sur Internet, il en avait parlé avant d'être élu président. Il avait dit, lorsqu'on lui a posé la question par rapport à Bill Clinton, il a dit c'est un gars sympa, voilà, avec Epstein. Donc c'est lui qui a enclenché effectivement cette affaire-là. Oui. Et puis, il y a des alliés de Trump qui en ont parlé, des voyages de Bill Clinton sur l'île d'Epstein, etc. Et pas juste ça, on sait que Trump, c'est un autre sujet, mais Trump s'est associé, est directement lié au mouvement QAnon. Et le mouvement QAnon n'a cessé de parler de ces réseaux pédophiles-là mondiaux. Trump a signé des ordres exécutifs sur la traite des personnes, si vous regardez la quantité de choses qu'il a faites, de démantèlement de l'État. Maintenant, il y a comme une grosse proportion de la population aux États-Unis qui pense effectivement que les élites américaines sont engagées dans des rituels pédosataniques. Tu vois, comme avec le Pizzagate, notamment, les courriels d'Hillary Clinton révélés par Julian Assange. Pourquoi Julian Assange Julian Assange, premièrement, a dit qu'il n'y avait rien, il n'y avait aucune merde sur Trump. S'il y avait eu de la merde, il l'aurait sorti. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, Julian Assange a reçu les courriels de Seth Rich du Parti démocrate, des serveurs du Parti démocrate, les courriels de John Podesta, et les a rendus publics sur Wikileaks en pleine campagne électorale en 2016, qui montraient que les élites démocrates étaient engagées dans des trucs, des rituels comme les Spirit Cooking Dinner avec Maria Abramovich, qui avait des questions sérieuses sur la traite d'enfants, etc. Et après ça, on a fait le lien avec Epstein et tous ces réseaux-là, c'est le fruit de l'action du président Trump. Je veux dire, si Trump est un agent de l'État profond, c'est un suicide de l'État profond. Pourquoi on voudrait que le public soit mis au courant de toutes ces choses-là? On l'aurait laissé faire un deuxième mandat si c'était un agent de l'État profond. Mais ouais, entre autres. Mais ça, c'est une autre question, la question de la fraude électorale. Et je pense, en fait, qu'il y a effectivement un programme de continuité de gouvernement qui a été mis en branle. Je ne sais pas si ça, c'est un autre sujet, mais... Oui, on pourrait en parler. Mais si vous permettez rapidement une question au passage, vous avez évoqué Julian Assange, sa récente libération. Certains parlent du fait que Assange a été récupéré, au fait. Dans une logique de deal. On te libère, mais en échange, voilà. Désormais, tu bosses pour nous. Qu'en penses-tu?
Ça repose sur quoi? Ça repose sur quoi, là? Bah, sur Ça repose... le feeling de certaines personnes dans les commentaires. Non, mais je pose Ben, des questions avec beaucoup de non, non, sarcasme, mais c'est juste pour casser les mythes. Voilà. ouais, ouais, c'est-à-dire qu'il aurait été compromis, mais finalement, c'est pas très important, finalement. C'est-à-dire que l'information, Julian Assange a joué son rôle. Il a sorti l'information au moment de la campagne présidentielle de 2016. Il a sorti l'information, ce qui est devenu le Pizzagate, où des millions et des millions d'Américains se sont rendus compte que les élites du Parti démocrate étaient impliqués dans des pratiques complètement sordides, pour ne dire que ça. Finalement, qu'il y avait comme que l'élection était truquée, hein, que il a sorti une liste d'une cinquantaine ou une centaine de journalistes américains qui collaboraient étroitement avec la campagne d'Hillary Clinton, qui leur envoyaient les textes pour être corrigés par la campagne d'Hillary Clinton. Aussi le fait que les questions pour les débats avaient été coulées au Parti démocrate. Et donc, il a joué son rôle. Maintenant, après ça, quelle est la fonction de Julian Assange maintenant? C'est probablement celle de devoir venir témoigner dans les procès qui auront lieu éventuellement, parce qu'il va y avoir des procès pour notamment toute la fraude électorale, la question de la trahison. Trump a dit, il faut connaître Trump. Quand Trump dit des choses comme ça, il va au fond de sa pensée, il mène les actions jusqu'au bout. Il a dit, ils sont coupables de trahison. Et la trahison aux États-Unis implique la peine de mort. Hein, c'est high treason. Les journalistes lui ont dit, vous comprenez, M. Trump, que ce que vous dites, ça implique la peine de mort. Oh oui, c'est ça. La haute administration Obama est coupable de haute trahison, notamment avec cette histoire de collusion avec la Russie. Et si on veut aller jusqu'au bout, Trump a dit, we caught them, hein, on les a attrapés, and we have everything. On a toutes les informations du serveur, on a toutes les informations, toutes les preuves, etc. Maintenant, la seule fonction de Julian Assange présentement serait de venir témoigner à ces procès, en disant non, ce ne sont pas les Russes qui ont volé les informations sur les serveurs du Parti démocrate et qui les ont données à Wikileaks. Nous les avons reçues d'une personne à l'intérieur du Parti démocrate, entre autres nommé Seth Rich. C'est un gestionnaire des technologies de l'information qui était dégoûté de voir comment Hillary Clinton menait sa campagne avec de la triche, etc., et qui a coulé les informations à Julian Assange. Julian Assange l'a pratiquement mentionné dans des interviews avec la télévision néerlandaise, que c'était Seth Rich qui avait coulé ça. Et donc, à partir du moment où est-ce que ce ne sont pas les Russes, etc., qui ont coulé l'information à Julian Assange pour favoriser l'élection de Donald Trump, ça montre le fait que cette histoire de collusion avec la Russie était une fausse histoire pour tenter de torpiller un candidat et par la suite un président en fonction. Et l'essentiel de ça, c'est que les agences de renseignement aux États-Unis ont tenté de destituer un président dûment élu en fonction. Et ça, c'est de la sédition et même de la haute trahison. Et la dernière fois qu'il y a eu de la haute trahison, c'était dans les années 50 avec le couple Rosenberg, ce couple israélo, je pense, américain, qui a vendu les secrets nucléaires à la Russie. L'Union soviétique, oui. Et à cette époque-là, le directeur du FBI, J. Edgar Hoover, avait dit à l'époque « It's the crime of the century ». C'est le crime du siècle. Et Trump ne cesse d'utiliser cette phrase pour référer à cette histoire de collusion avec la Russie. Il dit « crime of the century, crime of the century, crime of the century », en disant essentiellement, c'est ça, c'est de la haute trahison et qui sont passibles de peine de mort. Ouais, et donc, quand on comprend jusqu'où ils sont allés pour tenter de destituer Donald Trump et comment les médias ont joué la partie, les gouvernements ailleurs dans le monde ont joué la partie, comment ils ont déclenché une pandémie pour pouvoir permettre la fraude électorale aux États-Unis, pour l'empêcher d'accéder à la fonction exécutive, de reconduire un deuxième mandat. Après, et tout ce qu'il a fait sur le Pizzagate, Jeffrey Epstein, le fait de déchirer les traités internationaux, de sortir des institutions internationales, de vouloir démanteler l'OTAN. Après ça, genre, t'écoutes les gens qui disent c'est un agent de l'État profond, puis tu dis ouais, ça colle pas à la réalité, puis c'est quoi vos arguments là? Oui, tout à fait. J'ai deux dernières questions, si vous permettez. Alors, tout à l'heure, vous avez dit que Trump est donné gagnant. Alors, imaginons ou admettons que l'État profond décide à nouveau de voler l'élection. Que se passerait-il? Une guerre civile aux États-Unis ou peut-être une fuite en avant de l'État profond en Ukraine pour enclencher une troisième guerre mondiale et un peu exporter ces contradictions et les diluer à l'échelle mondiale pour qu'elles ne restent pas aux États-Unis?
S'il y avait eu une possibilité, je l'ai montré à plusieurs reprises, encore une fois, je ne peux pas expliquer ça en 2 minutes, mais s'il y avait eu une possibilité de pouvoir déclencher une troisième guerre mondiale en Ukraine, elle aurait déjà eu lieu. L'État profond aurait déjà joué la carte de la Troisième Guerre mondiale. Or, ce n'est pas possible parce que les personnes qui, notamment c'est tellement compliqué à expliquer. Si je ne vais pas dans les détails, j'ai l'air ridicule à la caméra, je le sais. Mais il faut comprendre que Trump n'a pas perdu l'élection de 2020. Trump a signé en 2018 et en 2020, sous le prétexte de la COVID, le programme de continuité de gouvernement le plus extensif de l'histoire des États-Unis, surpassant le programme de continuité de gouvernement du 11 septembre. C'est-à-dire qu'un programme de continuité de gouvernement, c'est un programme dans lequel, si le gouvernement civil est incapacité et est rendu hors service à cause d'une frappe biologique ou ce genre de choses-là, les militaires prennent le relais. Or, c'est exactement ce qui est prétexté par Trump, c'est-à-dire il a dit on a été frappé par une guerre bactériologique, il l'a dit en 2020, etc. Et donc, il a signé ce programme de continuité de gouvernement-là en même temps qu'il affirmait que la COVID n'était qu'une grippe, vous comprenez? Et donc, pourquoi a-t-il fait ça? Il a aussi, en 2018, signé un ordre exécutif, l'ordre exécutif 13848, qui donne des pouvoirs extraordinaires à l'armée en cas d'ingérence étrangère lors des élections. Or, c'est exactement ce qui est encore une fois allégué par Donald Trump. Il y a eu intervention de la Chine, de l'Iran, etc. lors de l'élection. C'est pas nécessairement vrai, là, mais de toute façon, c'est ce qui est prétexté. Et donc, on sait que ces deux programmes-là sont actifs. Et par la suite, notamment l'ordre exécutif 13848, je vais arriver à mon point. L'ordre exécutif 13848 a été re-signé à 2 reprises par Joe Biden. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'un ordre exécutif qui invalide sa propre présidence, parce qu'il met en branle les structures spéciales en cas de fraude électorale et de vol de l'élection par des puissances étrangères. Pourquoi Biden l'aurait fait? Exactement. Pourquoi Biden l'aurait fait s'il n'est pas sous tutelle du militaire? C'est exactement la question. Et quand on regarde un ensemble de trucs que Joe Biden a fait, il n'aurait jamais fait ces choses-là s'il n'avait pas été sous contrôle militaire. Okay? Et Trump l'a dit de toute façon, il y a eu récemment, lors des audiences sur la tentative d'assassinat, ils ont interrogé le congressiste Fallon, a interrogé la chef des services secrets, Kimberly Cheatle, et lui a demandé est-ce qu'il y a une différence entre la sécurité d'un président en fonction, Joe Biden, et la sécurité du président Trump. Et elle répond directement comme ça. Elle lui demande est-ce que Trump a la même sécurité que Biden? Et là, elle répond, elle dit j'ai montré les vidéos partout, là. Elle dit il y a une différence entre la sécurité d'un président en fonction et la continuité de gouvernement. Ouais, elle a validé la continuité de gouvernement et elle dit et les responsabilités que nous avons. Et ça allait exactement dans le sens de ce que j'ai dit, c'est-à-dire que les services secrets ne sont pas en charge de la sécurité de Donald Trump. Les gens qui sont en charge de la sécurité de Donald Trump, c'est les gens du JSOC, le Joint Special Operations Command, les spécialistes de la protection rapprochée. Ce ne sont pas ceux que vous avez vus là, à Butler, Pennsylvania. Et donc, elle a validé ça. Joe Biden a re-signé les ordres exécutifs. Il y a un ensemble de choses comme ça qui montrent que Joe Biden opère effectivement sous un mandat de continuité de gouvernement, c'est-à-dire que c'est les militaires de Trump. Joe Biden, la présidence de Joe Biden est sous le contrôle des militaires de Trump. Et il a quand même une marge de manœuvre. Je veux dire, le fait même d'avoir réussi à enclencher la guerre en Ukraine, de fournir de l'armement à l'armée ukrainienne. La guerre en Ukraine est nécessaire. Elle est nécessaire pour décrédibiliser l'OTAN. Elle est nécessaire pour aller vers détruire les laboratoires militaires, les laboratoires biologiques. La destruction du potentiel militaire de l'Ukraine pour une génération était probablement essentielle à la Russie. C'est-à-dire que la Russie savait très bien qu'on ne pouvait pas signer un traité avec l'Ukraine parce que les Occidentaux renient tous les traités qu'ils signent. Ce sont des menteurs et ils ne respectent jamais les traités, notamment le traité de Minsk. Bon, ils ne l'ont pas répété. Donc, Poutine savait très bien qu'il ne pouvait pas signer des traités avec les Occidentaux et que la seule façon d'avoir une garantie de sécurité pour au moins 25 ans, si ce n'est pas plus, c'est de détruire complètement le potentiel militaire de l'Ukraine. Et c'est reflété d'ailleurs dans la stratégie militaire des Russes sur le terrain, c'est-à-dire que les Russes utilisent une stratégie où ils n'essaient pas de gagner rapidement du terrain. L'objectif des Russes, c'est d'utiliser beaucoup d'artillerie et de détruire le matériel humain. Et donc, la guerre en Ukraine était nécessaire. Il fallait détruire le potentiel militaire de l'Ukraine, décrédibiliser complètement l'OTAN, se débarrasser des laboratoires militaires. Et donc, mais tu ne peux pas avoir, tu peux pas avoir Donald Trump dans le bureau ovale
alors que Vladimir Poutine entre en Ukraine. On s'entend parce que Trump a une image de force et de négociateur, etc. Donc, tu dois te retirer, mettre un pantin qui va prendre tout le blâme, laisser Poutine opérer en Ukraine, quitte à transmettre des informations au niveau stratégique entre les militaires. Hein, et ce genre de connexion-là entre les militaires américains et russes existe déjà. Il y a un texte de Cy Hirsch que vous allez trouver sur Internet qui s'appelle Cy Hirsch, c'est celui qui a révélé le scandale de Milai. Nord Stream, oui. Nord Stream aussi, etc., et qui s'appelle Military to Military, qui explique les contacts entre l'intelligence militaire américaine et l'intelligence militaire russe, notamment à travers la personne du général Mike Flynn. Mike Flynn est allé en 2015 ou en 2014 à Moscou. Il a été reçu, il était assis à côté de Vladimir Poutine à la table, et ça a été le premier général, le plus haut gradé américain à visiter les bureaux du GRU à Moscou, etc. Donc, il y a cette espèce d'entente entre l'intelligence militaire américaine, qui est autour notamment du truc QAnon, et les services de renseignement russes. Donc, tu laisses la guerre en Ukraine se produire, la Russie obtient tous ses objectifs stratégiques, toi, Trump se garde en retrait, c'est le pantin Biden qui prend le blâme. En même temps, pour être certain qu'il n'y ait pas de troisième guerre mondiale, ce sont les militaires nommés par Trump qui opéraient l'OTAN, qui gérait l'OTAN. Je pense que c'est le général Walton qui s'appelait. Au début de la guerre en Ukraine, c'est le général Walton, un nommé par Trump, qui gérait, qui supervisait l'OTAN. Et donc, à partir du moment où est-ce que c'est quelqu'un qui est nommé par Trump, qui supervise l'OTAN en Europe lors du conflit, on est certain qu'il n'y aura pas de troisième guerre mondiale puisqu'il y a une entente entre Trump et Poutine. Et Trump a mis son homme à l'OTAN. Il n'y aura pas de lancement de missiles, etc. Ça ne dégénérera pas. Et là, vous avez eu la valse de on n'envoie pas tel équipement, on n'envoie pas tel équipement, etc. Non, on refuse de. Et quand on envoie les équipements, il est déjà trop tard. Les Russes ont à peu près, il ne reste plus rien à l'Ukraine. L'Ukraine ne peut plus gagner. Donc, les paramètres du conflit ont été déterminés à l'avance. Entre Trump et Poutine. Et je suis certain qu'il y a eu du transfert d'informations stratégiques de l'armée américaine jusqu'à l'armée russe, notamment sur l'endroit où sont entreposées les armes, etc. Parce que au début de la guerre, les Russes frappaient tous les dépôts de munitions, pratiquement les dépôts d'armes, d'équipement occidental. L'équipement occidental arrivait en Ukraine et pratiquement dans une semaine, il était détruit. Donc, ils savaient exactement où est-ce que ça arrivait. Et donc, les paramètres sont... la Russie va atteindre ses objectifs en Ukraine complètement. Et la Troisième Guerre mondiale était était totalement impossible parce que, notamment, c'est ça, le chef de l'OTAN était nommé par Trump et il y avait cette entente entre Trump et Poutine sur les résultats du conflit. Les deux s'entendent notamment sur le fait qu'il faut se débarrasser de l'OTAN. L'OTAN est une menace, les deux. Et ça rejoint ce que je dis quand je dis que l'OTAN est une menace à la paix mondiale. Et qu'il faut détruire, ils entendent détruire la société civile pour. Et l'OTAN s'est braqué contre Trump. Il faut écouter l'entrevue de Mike Pence avec Tucker Carlson. Il explique tout ça là, en s'appuyant sur des documents. C'est-à-dire que l'OTAN présentement est comme une bête blessée qui se bat pour sa survie. Il sait qu'il va être remplacé et essaie de justifier son existence, et donc se retourne contre toutes les menaces possibles à l'OTAN, à l'intérieur même des pays. Et l'objectif, encore une fois, c'est une guerre de domination, mais ça a été, en plaçant un homme à Trump à la tête du commandement européen, la Troisième Guerre mondiale avec les missiles, etc., n'était pas possible, ou la guerre bactériologique n'était pas possible. Les paramètres de la guerre étaient déterminés, et ce qui a permis à Poutine, avec une stratégie d'attrition du camp adverse, c'est de réduire le potentiel humain de l'Ukraine tout en gardant les forces russes, sans se soucier nécessairement du territoire, de gagner le conflit. Donc Trump s'est mis en retrait en partie pour permettre à Poutine de faire le ménage en Ukraine et d'accélérer la dynamique de démantèlement futur de l'OTAN en détruisant en grande partie son potentiel. Trump arrive à la fin avec le beau jeu en disant « Regardez, l'OTAN s'est discrédité en Ukraine et maintenant on va trouver une nouvelle structure. » Et ça va être le faiseur de paix qui va signer le traité de fin de la guerre, etc. Et ça fera beaucoup de cocu au niveau des élites européennes, tout ça, notamment les Scholz, les Macron, etc. Alors, j'ai une dernière question. Tout à l'heure, vous parliez de restructuration et de résistance de la société civile par Internet. Mais n'y a-t-il pas, un risque de trop dépendre d'Internet dans notre capacité à nous opposer à l'État profond et à cette ingénierie sociale mise en place par l'OTAN et par les services de renseignement? Vous savez très bien qu'aujourd'hui, il y a 3-4 câbles qui peuvent être coupés de manière sous-marine. Il n'y a plus Internet.
et on se retrouve totalement livré à nous-mêmes. Donc, avez-vous déjà pensé à cette question-là, de trouver des Oui, schémas alternatifs oui, de mobilisation, de coordination Internet? oui, je me suis acheté Starlink de Elon Musk. D'accord. Et non, c'est important parce que, attendez un instant, il y a deux choses, c'est-à-dire que ce coup-là a déjà été prévu par les Patriotes qui, en 2019 ou 2018, le département de la Défense américain a acheté genre, c'est des millions, des centaines de millions, peut-être même au moins des centaines de millions d'adresses IP. C'est-à-dire qu'on achète des blocs d'adresses IP et aussi toute la dynamique, notamment avec Elon Musk, qui est capable, regardez par exemple ce qui se passe en Ukraine. Notamment, les forces en Ukraine utilisent Starlink beaucoup pour communiquer. C'est-à-dire qu'à partir du moment, ce que j'essaie d'expliquer ici, c'est que en utilisant, même si l'Internet traditionnel tombe, on est capable de. Je suis certain que les patriotes ont pensé à ce problème-là. Et une façon facile de régler ça, c'est en donnant de l'Internet gratuit via Starlink. C'est-à-dire que, Satellitaire. Ouais. c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de passer par les câbles, etc. Ce que j'essaie d'expliquer, c'est que comme sur le champ de bataille en Ukraine, on est capable de recevoir un signal de Starlink et de rester connecté en passant par des réseaux complètement différents. Je veux dire, c'est certain que cette éventualité-là a été prévue puisque les États-Unis, Trump a élevé ce qu'on appelle le Cyber Command au niveau d'un commandement unifié. Il y a plusieurs commandements unifiés aux États-Unis, notamment, tu sais, c'est comme ça fonctionne généralement par région. Tu as Southcom, ça c'est l'Amérique du Sud, Central Command, ça c'est tout le Proche-Orient, Moyen-Orient, etc. Tu as, Nordcom, ça c'est l'Amérique du Nord, etc. Et pour chacun de ces commandements unifiés-là, il y a un commandeur. Eh bien, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris l'ensemble des ressources cybernétiques américaines et ils ont créé un commandement unifié qui s'appelle Cyber Command qui vise justement à contourner, faire échouer tout ce genre d'opérations-là, de coupage d'Internet, parce que Internet est élevé au niveau d'infrastructures critiques aux États-Unis pour la sécurité nationale. Et donc, il y a un ensemble de mesures qui ont été prises, notamment le rachat de ces adresses IP. Elon Musk est capable de donner de l'Internet gratuit à pratiquement l'ensemble de la planète avec ses réseaux Starlink. Et donc, si jamais il y a une coupure d'Internet comme ça ne va durer probablement que quelques heures, quelques jours au mieux. Et après ça, puisque c'est une infrastructure critique, on est capable d'avoir un réseau, de reprendre le relais. Et puis les gens, c'est un plan plus trivial, ne devraient pas attendre la coupure d'Internet pour réinvestir le réel, c'est-à-dire d'établir des rencontres physiques, Oui, c'est ce concrètes, que vous voulez dire. Ouais, de créer des communautés, de créer des liens également. C'est-à-dire c'est oui, complémentaire avec Starlink. Donc, oui. Starlink et les rencontres dans le réel. Ça, c'est important. Moi, je ne peux pas vraiment parler de ça puisque je suis une personnalité pratiquement entièrement virtuelle. Je ne vais vraiment pas beaucoup sur le terrain. Et donc, ça, Non, mais c'est vous n'avez pas le choix. Vous évoluez dans une société qui est hostile à votre travail, à ce que vous faites. Le Canada, qui est devenu une forme de poste avancé ou d'avant-garde de ce mondialisme-là, vous n'avez pas le choix. Mais dans les pays où on a encore un peu de possibilité de nous rencontrer, de créer des clubs de réflexion, d'échanger, de renouer avec le livre papier également, ça serait bien de garder le contact. Tout à Alexis fait. Cossette, alors on aurait pu développer pendant des heures chacun des aspects qu'on a évoqués. Alors je renvoie, alors où est-ce que les gens peuvent voir vos vidéos? Comme ça, En fait, c'est sur Twitter. Hein, sur Twitter, c'est là que c'est l'endroit où mes vidéos sont sur X. C'est l'endroit où mes vidéos sont le plus vues. C'est l'endroit le plus facile où me trouver. C'est Alexis Cossette, Alexis Cossette. J'aurais dû d'ailleurs peut-être avoir ça à la place de radioquebec.tv. je vais le mettre en post-prod. Mais sur le site ici, radioquebec.tv, vous avez tous les endroits où me suivre. C'est-à-dire, c'est un site, puis là, vous allez trouver le Twitter là-dessus. Donc, radioquebec.tv, vous avez les endroits où me suivre là-dessus. D'accord, donc j'invite tous les gens à vous suivre et à vous soutenir, même financièrement. J'imagine qu'il y a également des plateformes, Patreon, d'autres, etc. Parce que c'est extrêmement important. L'autonomie financière est ce qui permet la radicalité. Il n'y a pas de radicalité dans la pensée s'il n'y a pas d'autonomie. Là, vous m'entendez? Exactement. Voilà, il n'y a pas d'autonomie financière. En 2020, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont coupé mon Patreon, puis ils ont coupé mon PayPal, et c'est comme ça mais on s'est restructuré autrement. Tout à fait. Bravo et bon courage pour ce que vous faites, et j'espère vous revoir très prochainement. Merci, M. Hachachi. Certainement. Et je remercie également toutes les personnes qui nous ont suivis et vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouvel entretien.